En juin 2014, une équipe de chercheurs des Centres de contrôle et de prévention des maladies s'est lancée dans un projet de grande envergure. Ils voulaient répondre à une question simple, mais insaisissable. Quel est l'aliment le plus sain de la planète? Ils ne cherchaient pas d'avis. Ils ne recherchaient pas les tendances. Ils recherchaient des données concrètes. Ils ont sélectionné 47 des super-aliments les plus courants, fruits et légumes, que l'on nous recommande de consommer quotidiennement. Et ils ont mesuré avec précision leur teneur en potassium, fibres, protéines, calcium, fer, thiamine, riboflavine, niacine, folate, zinc, vitamine A, vitamine B6, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E et vitamine K. Chaque aliment est présenté pour 100 calories. Les résultats ont été choquants. Le chou kale, chouchou de tous les magasins d'aliments diététiques en Amérique, a obtenu un score de 49 sur 100. Les épinards, le légendaire allié de la musculation, ont fait beaucoup mieux. Elle a obtenu un score de 86. Les myrtilles, considérées comme le super-aliment antioxydant par excellence, ont obtenu un score de 11. Mais tout en haut de la liste, seule avec un score parfait de 100 sur 100, trônait une plante que la plupart des Américains modernes n'ont jamais goûtée. Ce n'était pas une baie exotique d'Amazonie. Ce n'était pas une racine des Hautes-Andes. C'était une humble feuille verte poivrée qui pousse dans les ruisseaux froids et peu profonds de l'hémisphère nord. Crête d'eau. D'après l'analyse scientifique, la plus rigoureuse jamais menée par le gouvernement américain, la crevette d'eau est l'aliment le plus riche en nutriments sur Terre. Et pourtant, si vous entrez aujourd'hui dans un supermarché américain typique, vous ne le trouverez probablement pas. Vous verrez des murs de choux frisés. Vous verrez des pyramides de pommes. Mais le roi de la nutrition, c'est invisible. Pourquoi? La réponse n'est pas un complot. La réponse est bien plus intéressante et bien plus tragique. C'est l'histoire de la façon dont nous avons construit un monde moderne qui a privilégié un critère spécifique par-dessus tous les autres, et comment ce critère a accidentellement fait disparaître les meilleurs aliments que nous ayons. Voici l'histoire du fantôme du rayon fruits et légumes. Bienvenue dans le coffre-fort perdu de la nature. Pour comprendre ce que nous avons perdu, il faut remonter à une époque où cette usine n'était pas un fantôme. Il faut retourner dans les rues brumeuses et noircies par le charbon du Londres victorien. Au milieu du XIXe siècle, Londres était le cœur battant de la révolution industrielle. Mais c'était un endroit brutal pour être pauvre. La classe ouvrière vivait de pain, de thé sucré et de graisse bon marché. La malnutrition était généralisée. Le scorbut, causé par une carence en vitamine C, constituait une menace constante dans les bidonvilles. Les Victoriens possédaient une arme secrète. Ils l'appelaient le pain du pauvre. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève sur les températures, des centaines de vendeurs ambulants se déployaient dans toute la ville. Il s'agissait souvent d'enfants, certains âgés de 5 ou 6 ans seulement, pieds nus dans le froid, portant des paniers en osier remplis de bouquets de trèfle d'eau frais et verts. Le bruit des plis frais, des plis d'eau fraîche, était la bande-son du matin londonien. L'écho résonnait contre les murs de briques des usines et des immeubles. Pour un seul penny, un ouvrier d'usine pouvait en acheter un gros paquet. Et dans ce seul lot, ils ont trouvé plus de fer qu'une portion d'épinards, plus de calcium qu'un verre de lait, et plus de vitamine C qu'une orange. C'était un miracle nutritionnel. Les Victoriens appréciaient les crêtes d'eau, à tel point qu'ils ont construit des infrastructures juste pour nourrir la ville. Dans le Hampshire, à 80 km de là, de vastes réseaux de lits de gravier ont été creusés dans les cours d'eau crayeux. Ce n'étaient pas des marécages boueux. Il s'agissait de fermes aquatiques sophistiquées, aux eaux cristallines. L'eau devait être en mouvement constant, jaillissant des nappes phréatiques profondes, riches en minéraux, et s'écoulant à travers les lits pour garder les plantes croquantes et sucrées. Ils ont même construit une ligne de chemin de fer,
le Midlands Railway, spécialement pour acheminer rapidement ces végétaux périssables des cours d'eau jusqu'à la ville. On l'appelait localement la ligne de crête de l'eau. Imaginez ça. Une société qui appréciait tellement un légume qu'elle a construit une voie ferrée uniquement pour le transporter. Le système était efficace. La récolte était coupée à 4 heures du matin, chargée sur le train à vapeur à 6 heures et vendue dans les rues de Londres à 8 heures. Du ruisseau froid au sandwich du travailleur en 4 heures, c'était le système original de la ferme à la table. Et puis le monde a changé. Au début du XXe siècle, les populations ont explosé. Les villes se sont développées en s'étendant horizontalement, loin des voies ferrées. Les systèmes alimentaires locaux, qui avaient nourri l'humanité pendant des milliers d'années, commencèrent à se tendre. Il nous fallait une nouvelle façon de nourrir des millions de personnes qui vivaient à des centaines, voire des milliers de kilomètres de la ferme la plus proche. Nous avions besoin d'une solution d'ingénierie. En 1894, la Bury Seed Company nous en a donné une. Ils ont lancé une nouvelle variété de laitue dérivée de la Bavia française. C'était dense, il était pâle. Elle formait une boule de feuilles, compacte et dure, qui ressemblait plus à un chou qu'à une laitue. Ils ont remarqué quelque chose de remarquable. On pourrait mettre la musique dans une caisse, la recouvrir de glace pilée et l'expédier par wagon de chemin de fer de Californie à New York. Et lorsqu'il est arrivé une semaine plus tard, il était exactement dans le même état que le jour de sa cueillette. Parce qu'il était transporté sous des amas de glace pilée, on l'a appelé iceberg. La laitue iceberg était une merveille technologique. C'était le premier légume qui se comportait comme un produit manufacturé. Il ne s'est pas flétri. Sa renifle n'a pas eu de bleu. Ça s'empilait parfaitement dans les boîtes. Il était uniforme, prévisible et durable. En 1919, les Américains consommaient 4,1 livres de laitue par personne et par an. Au milieu des années 1950, la consommation est passée à 14 livres par habitant. Iceberg était devenu le légume le plus consommé d'Amérique. Puis vinrent les véritables innovations. Whirlpool a mis au point le refroidissement sous vide dans les années 1950, éliminant la chaleur des champs immédiatement après la récolte. Un conditionnement sous atmosphère modifié a suivi. Dans les années 1960, la laitue iceberg pouvait se conserver fraîche jusqu'à 28 jours. Réfléchissez-y. On pourrait cueillir une laitue dans la vallée de Sélénus, en Californie, la mettre dans un train, la stocker dans un entrepôt, la livrer par la route à un supermarché et la laisser reposer 1 mois dans le réfrigérateur d'un client avant qu'il ne la mange. C'était le saint Graal du système alimentaire industriel émergent. Les supermarchés adoraient l'iceberg. C'était un risque faible. C'était très rentable. C'était l'inventaire parfait. Mais la crête de l'eau. La crête de l'eau était un cauchemar. La crête aquatique est composée à 93% d'eau. Ses tiges sont creuses. C'est une plante aquatique qui dépend de la pression de l'eau pour rester droite. Dès qu'on la coupe du flux, commence à mourir. Elle commence à se flétrir en quelques heures. Même avec la meilleure réfrigération, sa durée de conservation est d'environ 2 à 3 jours, peut-être 5 si vous avez de la chance. Dans le nouveau monde du transport routier longue distance et des centres de distribution centralisés, la crête de l'eau était un handicap. Il n'a pas pu survivre au voyage. Il a fané à l'arrière des semi-remorques. Sous les néons des vitrines des supermarchés, la pâte s'est liquéfiée. Ce n'est pas une petite différence. Cela représente une différence de 10 fois en termes de durée de conservation pour un système de distribution alimentaire construit autour d'entrepôts centralisés. Cette différence a été décisive. Les supermarchés avaient besoin de produits qui puissent rester en rayon sans se flétrir. Ils avaient besoin d'une apparence uniforme. Ils avaient besoin d'un approvisionnement prévisible. Watercrest a échoué à tous les tests. Lorsque la ligne de chemin de fer de Watercrest a fermé en 1963 suite aux restrictions liées à l'ensablement des plages, Watercrest ne pouvait plus effectuer le trajet entre le Hampshire et Londres. Le transport routier a pris plus de temps.
Les camions frigorifiques ont été utiles, mais le watercress est tout de même arrivé flétri sur les bords. L'iceberg a prospéré. La livraison de Californie à New York s'est déroulée sans problème. Il s'empilait parfaitement. Il est resté impeccable pendant des semaines. Le système a donc fait un choix. Le choix ne s'est pas fait en fonction du goût. Le choix ne s'est pas fait en fonction de la santé. Le choix s'est fait en fonction de critères logistiques. Nous avons remplacé le légume qui avait obtenu la note de 100 sur 100 par un légume qui avait obtenu la note de 7. C est le score réel obtenu par la laitue iceberg dans L, étude des centres de contrôle et de prévention des maladies. 7 et non 70. 7. La laitue iceberg est composée à 96% d'eau. Les feuilles intérieures pâles, la partie que la plupart d'entre nous consommons, ont été protégées du soleil, ce qui signifie qu'elles ne contiennent presque pas de chlorophylle, peu de vitamines et très peu d'antioxydants. Il s'agit essentiellement d'eau croquante. Mais c'était pratique, et au XXe siècle, la commodité était reine. Dans les années 1980, 90% des éleveurs de crêpes d'eau britanniques avaient abandonné. Les 1000 acres qui nourrissaient l'Angleterre victorienne se sont réduits à 150 acres. Aux États-Unis, la crête aquatique n'a jamais eu la moindre chance. Elle était reléguée au rang de simple garniture, une branche verte sur une assiette élégante qu'on repoussait pour accéder au steak. Nous avons sacrifié la valeur nutritive au profit de la durée de conservation. Nous avons troqué l'aliment le plus complexe chimiquement de la nature contre un conteneur de transport biologique. Et le coût de ce commerce ne devient clair que maintenant. Quand on parle de l'alimentation moderne, on parle généralement de sucre et de gras. Mais on parle rarement de l'absence de densité. Nous consommons plus de calories que jamais, mais nous manquons cruellement de nutriments. Nous avons rempli nos assiettes d'aliments sélectionnés pour leur durabilité, leur taille, l'heure et leur douceur, mais dépouillés des composés amers complexes que nos corps ont évolué pour désirer. La crevette d'eau est riche en un composé appelé isothiocyanate de phényl. Cela donne à la plante son goût poivré. Des études en laboratoire ont montré que ce composé supprimait le développement des cellules cancéreuses. C'est un médicament puissant. La laitue iceberg n'en contient rien. C'est sans danger. C'est fade. C'est vide. Lorsque le CDC a publié cette étude en 2014, les journalistes se sont empressés de retrouver les quelques éleveurs de crêtes aquatiques encore existants dans le monde. Un agriculteur dont la famille cultivait des crêtes d'eau dans les mêmes ruisseaux crayeux depuis des générations s'est contenté de rire. Nous le disons aux gens depuis des années. Personne n'écoute. La classe ouvrière victorienne n'avait pas besoin d'une étude du CDC. Ils savaient que Watercress maintenait leurs enfants en bonne santé. Un petit déjeuner copieux leur apportait plus de nutriments que n'importe quel autre aliment qu'ils pouvaient se permettre. L'Angleterre victorienne disposait de chemins de fer qui transportaient les crues des cours d'eau du Hampshire à Londres en 4 heures. L'Amérique moderne possède des entrepôts qui stockent les produits pendant 2 semaines avant qu'ils n'arrivent en magasin. Le système a changé, mais pas Watercress. La tragédie n'est pas que nous ayons cessé de manger de la crête d'eau. Le drame, c'est que nous avons oublié pourquoi nous avons mangé. Les Victoriens ne disposaient pas de spectromètre de masse. Ils n'avaient pas fait d'études gouvernementales, mais ils avaient un lien avec la Terre. Ils savaient que lorsqu'ils sentaient faiblir, lorsque leurs enfants avaient l'air pâle, lorsque l'hiver s'éternisait, ils avaient besoin du pain du pauvre. Ils en ont ressenti les effets dans leur corps. Nous avons perdu ce sentiment. Nous dépendons des étiquettes et du marketing. Et parce que Watercress n'a pas de budget marketing et parce qu'il ne rentre pas facilement dans un emballage plastique à clapet, il reste invisible. Mais elle n'est pas éteinte. Les cours d'eau sont toujours là. La plante continue de pousser tranquillement dans les endroits sauvages et humides du monde. On peut encore en trouver sur les marchés de producteurs ou dans les rayons spécialisés des épiceries haut de gamme. Ça n'a pas l'air de grand-chose.
Il s'agit généralement d'un petit paquet coûteux, emballé dans un élastique, et qui a l'air un peu fatigué. Cela coûte 4 dollars, tandis que la tête de l'iceberg à côté coûte 2 dollars. Mais ne vous fiez pas au prix. Ne vous laissez pas tromper par les feuilles flétries. Cette humble plante est une survivante. C'est un rappel que la meilleure nourriture n'est pas celle qui a l'air la plus jolie sur Instagram, ni celle qui reste fraîche le plus longtemps dans votre réfrigérateur. La meilleure nourriture est celle qui lutte contre pour rester en vie. Le système a été optimisé pour la mauvaise variable. Il était optimisé pour le camion, pas pour l'humain. Mais vous n'êtes pas un camion. Vous êtes un organisme biologique qui a besoin de carburant. Et le meilleur carburant au monde vous attend si vous êtes prêt à le chercher. Les systèmes optimisent ce qu'ils mesurent, et non ce qui compte vraiment. Nous avons mesuré la durée de conservation. Nous avons mesuré la transportabilité. Nous avons mesuré le coût par livre. Nous avons oublié de mesurer les apports nutritionnels. Le légume qui obtient la note de 100 sur 100 est devenu un produit de niche, caché dans les bacs d'angle des marchés de producteurs. Ce légume, qui obtient une note de 7 sur 100, est devenu le légume vert le plus consommé aux États-Unis, empilé en pyramide dans tous les supermarchés. Il ne s'agit pas d'un échec de Watercrest. C'est un échec des indicateurs que nous avons choisi d'optimiser. La musique de Watercrest n'a pas disparu parce qu'elle était inférieure. Il a disparu parce que le système que nous avions mis en place mesurait les mauvaises choses. La prochaine fois que vous serez dans le rayon des fruits et légumes, passez devant les pyramides de pommes brillantes. Passez devant les parois de l'iceberg emballées dans du plastique. Allez au coin, trouvez la crête de l'eau. Elle ne durera peut-être pas un mois dans votre réfrigérateur. Il risque de se flétrir si vous ne le mangez pas rapidement. Mais c'est bien là l'essentiel. Il est vivant et il attend de vous aider à vous sentir vivant, vous aussi. Si ce coffre-fort vous a ouvert les yeux sur ce que nous avons laissé derrière nous, abonnez-vous au coffre-fort perdu de la nature. Nous exhumons l'histoire que le monde moderne a tenté d'enfouir. Le prochain coffre-fort ouvrira bientôt.